Passe donc la parole. Il a été décidé que ce serait par ordre alphabétique. Donc le premier à intervenir sera Niels Anderson. Merci à Chloé Morel, merci à Recherche Internationale pour l'organisation de cette session, cette nouvelle troisième session sur l'ONU dans ces lieux. Bon, oui, si la mission de l'ONU est de prévenir les guerres, au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a mandat, si toutes les mesures prises sont sans résultat, de recourir à la force armée pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Je voudrais aborder cette mission de l'ONU dans un moment où, dans le monde, l'alarme militaire est aussi grande que l'alarme écologique. Elle l'est en raison des guerres dont le Proche-Orient et l'Afrique sont l'épicentre, des conflits larvés entre puissances globales ou d'ambitions régionales, de déchirements démographiques ou climatiques, de crises politiques, sociales, confessionnelles sur tous les continents, cela dans un monde surarmé, que ce soit à des fins de défense ou de répression. Par rapport à 1991, année où George Bush père proclame un nouvel ordre mondial de paix dans lequel l'ONU sera pleinement en mesure de remplir sa mission en 2014, les dépenses d'armement sont plus importantes en Europe de 13%, de 30% dans les Amériques, de 65% en Océanie et dans le Pacifique, de près de 100% au Moyen-Orient, et elles ont presque triplé en Asie et plus que triplé en Afrique. Surarmement dont l'Europe est l'un des principaux pourvoyeurs, une militarisation porteuse de guerre. Les dispositions pour que l'ONU remplisse sa mission pour la paix sont fixées dans la Charte. Les États membres s'engagent à mettre à disposition des forces armées. Les plans militaires sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du comité d'état-major qui a la responsabilité de l'emploi et du commandement des forces mises à sa disposition. Passons sur le fantomatique comité d'état-major qui se réunit tous les 15 jours pour décider de la date de sa prochaine réunion, mais qui n'a jamais joué son rôle. Le mandat de maintenir la paix et la sécurité internationale revient aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui représentent un monde au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais nullement celui d'aujourd'hui. Si l'on accepte en 1950 la résolution 84 qui décide avec l'intervention en Corée du Nord du plus important conflit armé de la guerre froide, sous le drapeau des Nations Unies et sous commandement des États-Unis, jusqu'au tournant des années 1990, le mode d'intervention de l'ONU est, depuis 1948, pour surveiller le cessez-le-feu entre Israël et les pays arabes, des opérations de maintien de la paix qui prennent le nom en 1956, lors de la crise de Suez, de casques bleus. Casques bleus qui ont conduit comme force d'interposition ou d'intervention lors de conflits armés ou de guerres civiles 71 missions sur les 5 continents, dont 16 sont en cours. Certaines de ces missions furent menées avec succès. La Namibie est citée en exemple, le Salvador et le Cambodge sont également considérés comme des initiatives positives. D'autres ont sombré honteusement dans l'anarchie en Somalie ou le génocide au Rwanda. En Palestine, au Cachemire ou au Sahara occidental, depuis 40 et même 70 ans, elle participe à la perpétuation d'une situation de non-application des résolutions de l'ONU. S'ajoutent les missions rendues impossibles par le refus de l'une des parties de l'envoi de casques bleus, par exemple lors des conflits en Arménie, au Sri Lanka ou en Colombie. Mais depuis le tournant des années 1990, s'est ajouté un autre niveau d'intervention. Droit d'ingérence humanitaire, puis devoir de protéger, le Conseil de sécurité a autorisé ou couvert la Première et la Seconde Guerre d'Irak, les guerres du Kosovo, d'Afghanistan, de Libye ou les opérations contre l'État islamique avec l'intervention de coalitions militaires. L'objet n'est pas ici de faire l'exégèse des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et des interprétations dont l'article 7 de la Charte a été l'objet, mais de voir ce qui distingue les interventions des casques bleus de celles conduites dans le cadre de résolutions de l'ONU par des coalitions militaires essentiellement occidentales. Ces interventions de coalitions militaires ne sont pas de même nature ni de même ampleur. Elles répondent à des conflits
qui touchent aux intérêts géostratégiques des principales puissances. Le Conseil de sécurité autorise, mais ne dirige pas ces coalitions militaires de composition variable selon les intérêts des États. Les pays membres de l'OTAN en sont la principale composante sans que tous ses membres y participent. Les États-Unis sont la principale force de frappe, à l'exception de l'intervention en Libye, où, pour employer le langage des stratèges, ils ont recours au concept du commandement par le siège arrière. Et le jeu de puissance dans le cadre de l'intervention contre l'État islamique constitue deux coalitions qui se conjuguent et s'opposent. Les conflits où interviennent les casques bleus de l'ONU sont, eux, des conflits dits de basse intensité, ce qui ne signifie pas qu'ils soient moins meurtriers. Au Guatemala, Pakistan, Bangladesh, Soudan et ailleurs, les morts se comptent par centaines de milliers, quand ce n'est pas, comme lors des guerres du Congo, par millions. Ces conflits sont également la cause de crises alimentaires, sanitaires, migratoires, aux conséquences humaines effroyables, mais les enjeux politiques et économiques sont moins stratégiques pour les grandes puissances. La différence d'engagement est évidente, selon qu'il s'agit d'une coalition militaire sous mandat de l'ONU ou d'une mission de maintien de la paix, des casques bleus onusiens. Dans le premier cas, si l'on prend lors des deux guerres majeures sous mandat de l'ONU, depuis les années 1990, que sont l'Irak et l'Afghanistan, en Irak, 48 pays participent à la coalition et au maximum de l'intervention en 2008, 330 000 hommes furent engagés, dont 250 000 États-Uniens. En Afghanistan, 44 pays participent sous commandement de l'OTAN ou de la Force internationale de l'ONU, et en 2011, plus de 150 000 hommes sont engagés, auxquels il faut ajouter les 140 000 hommes des forces afghanes et l'appui logistique d'autres États, dont la Russie, qui ouvre des bases aériennes. En comparaison à ces chiffres de 300 000 hommes et plus, que sont les effectifs engagés lors des opérations de casques bleus, ces opérations de maintien de la paix sont en cours en Israël, en Palestine, et la Palestine, sur le plateau du Golan, au Liban, au Darfour, dans le Soudan Sud, au Libéria, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sahara occidental, entre l'Inde et le Pakistan, à Haïti, au Kosovo et à Chypre. Pour mener ces 16 opérations, au 31 août 2016, sont engagés 100 950 personnels en uniforme, c'est-à-dire militaires, gendarmes et policiers, qui proviennent de 123 États contributeurs, c'est-à-dire près de 3 fois plus de contributeurs que dans les coalitions militaires internationales les plus larges. Mais qui sont les principaux pays contributeurs? L'Éthiopie, j'arrondis les chiffres, avec un effectif de 8 300 casques bleus. L'Inde, 7 500. Le Pakistan, 7 100. Le Bangladesh, 6 700. Le Rwanda, 6 100. Le Népal, 5 100. Le Sénégal, 3 600. Le Burkina Faso, 3 000. Et le Ghana, 3 000. Ces 9 pays asiatiques et africains représentent plus de 50% des effectifs des casques bleus au 31 août de cette année, et seul le Sénégal est actuellement membre du Conseil de sécurité dans ces pays. Quels sont les effectifs fournis par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité? Pour la France, 867, le Royaume-Uni 337, la Russie 98, les États-Unis 66. Mais ils sont 2639 pour la Chine. Ainsi, contingent chinois compris, moins de 4% des casques bleus sont mis à disposition par les membres permanents du Conseil de sécurité. Comparer le coût des opérations de maintien de la paix de l'ONU et le coût des guerres menées par des coalitions militaires est encore plus éloquent. Le Watson Institute, l'une des plus récentes études effectuées, estime pour les seuls États-Unis les coûts des guerres d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan et de Syrie de 2001 à 2016 à 4 792 milliards de dollars, rapport qui n'inclut pas les dépenses liées à la sécurité intérieure, les coûts macroéconomiques de la guerre pour l'économie, ni le coût des guerres pour les autres pays, et ne met pas en dollars le coût des vies humaines, alors que les guerres ont fait depuis 1990 9 à 11 millions de morts. Par rapport à ces 4 792 milliards, le coût des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis 1948 à aujourd'hui est de 108 milliards 807 millions, soit 2,25% des dépenses des seuls États-Unis pour les guerres d'Irak, d'Afghanistan, de Pakistan et de Syrie de 2001 à 2016. Ces différences d'engagement humain et financier lors des interventions de l'ONU ne répondent pas aux souffrances des peuples, principales victimes des guerres contemporaines, mais à des intérêts particuliers. Les conclusions du rapport du groupe d'études sur les opérations de paix, remis en 2000 à Kofi Annan par Lakhdar Brahimi,
sont accusatrices. On y lit « Le secrétaire général se trouve dans une position intenable. On lui présente une résolution du Conseil de sécurité qui précise sur le papier le nombre de militaires requis. Mais il ne sait pas s'il disposera de ce nombre de militaires sur le terrain. Plus encore, les troupes qui finissent par débarquer sur le théâtre des opérations risquent d'être sous-équipées. Il est arrivé que des pays fournissent des troupes sans fusil, ou équipées de fusils mais dépourvues de casques, ou munies de casques mais sans moyen de transport. Cet état de fait est l'une des raisons, est à l'origine de pillages, on le sait, et malheureusement de viols, que l'administration onusienne, on le sait maintenant, couvre trop souvent. Commentant le rapport Brahimi, le Financial Times conclut « De plus en plus, le fardeau retombe sur les pays pauvres, puisque les pays industrialisés refusent de faire le sale boulot. Ils pourraient au moins fournir davantage d'argent et d'entraînement aux forces de maintien de la paix. » Mais au 30 juin 2015, 1,6 milliard de dollars de contributions n'étaient pas acquittés par les États, alors même qu'il est interdit au secrétaire général de l'ONU de souscrire, y compris pour des interventions d'urgence, un emprunt, ne serait-ce que pour une semaine. Chacun de ces aspects révèle une absence de volonté politique, la prévalence d'intérêts nationaux, le caractère secondaire des missions des casques bleus pour les grandes puissances. S'ajoute le constat de l'échec militaire, humain et diplomatique des guerres menées par des coalitions internationales sous mandat de l'ONU. D'où résultent, sur un arc allant de l'Indochine au Nigeria, des situations de guerre incontrôlables. On dira, on compare l'incomparable, mais ce qui est incomparable, la guerre absolue dans toute son énergie écrasante menée par des coalitions avec les interventions des troupes privées et de moyens, ce sont des décisions du Conseil de sécurité renouvelées et assumées. Principe de lucidité. La guerre est une réalité. La paix, une aspiration. Pour cheminer vers l'aspiration, il est des situations militaires ou idéologiques qui exigent le recours à la force. Il est des conflits interétatiques, ethniques et confessionnels de libération qui nécessitent une interposition armée. Il est des totalitarismes dont la violence oblige à intervenir. Un cas concret, actuel. Daesh doit être combattu, mais affaire de tous, il doit l'être par tous, dans l'esprit des fondements multilatéralistes de l'ONU, et non avec des coalitions conduites par les puissances occidentales ou une autre puissance, la Russie, par des puissances régionales, Turquie, Iran ou l'Arabie saoudite et le Qatar, certaines participant du drame irako-syrien. Aucune n'est là pour les intérêts des Nations Unies, toutes interviennent avec des visées de grandes puissances ou de puissances régionales. L'ONU n'est pas un organisme virtuel. Elle est le produit des gouvernements des États qui la composent. Ses carences sur la question de la guerre et de la paix, comme sur d'autres, résident dans son assujettissement aux politiques étatiques et à des ambitions géostratégiques globales ou régionales. Des desseins de suprématie des principales puissances. 25 ans après la fin de la guerre froide, l'échec des politiques suivies est dramatique et le système inégal des relations internationales n'est pas en mesure d'apporter une solution aux crises engendrées. Jusque dans les horreurs de la guerre, les inégalités prévalent entre les États et les peuples. Une stratégie pour la paix et la sécurité internationale, jusqu'au recours à l'intervention armée, comme il est inscrit dans la Charte, n'est possible que par une révolution copernicienne au sein de l'ONU. Cela demande de mettre fin au mandat de coalition militaire de justiciers et au déploiement de troupes hétéroclites sous-équipées, et comme le demande la Charte, que se crée une force onusienne, multilatérale, dans sa composition et son commandement, force qui soit en capacité d'intervention militaire et de négociation diplomatique. La raison ou la barbarie, à chacun d'entre nous, sujet de l'histoire, d'en orienter le cours. Merci à Niels de nous avoir si bien présenté la façon dont le maintien de la paix en y ressort incombe souvent à la charge des pays les plus pauvres de la planète.